Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par BGE et le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale CIC. Alors, je suis Anne-Gaëlle Perrault, directrice communication de BGE Réseau. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument incontournable quand on parle de création d'entreprise, puisqu'on va parler de comment financer son projet d'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois crucial, parce que bien souvent, le financement, c'est un élément clé qui va faire que le projet se concrétise ou pas. Et puis donc souvent, étant donné l'enjeu et la technicité du sujet, c'est parfois une thématique qui peut faire peur aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Donc aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de vous rassurer en vous apportant des éléments concrets et simples à mettre en œuvre pour que cette étape se passe justement sereinement au cours de votre projet entrepreneurial et que vous puissiez justement passer à la suite et réussir dans votre projet. Alors, on va passer à peu près 1 heure ensemble. On a trois intervenants qui vont pouvoir répondre à vos questions et partager et leur expertise et leur expérience. Donc, je suis entourée par 2 experts. Donc, Jérémy Weiss, qui est chargé d'affaires professionnelles chez CIC Est. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde. Donc Jérémy Weiss, chargé d'affaires au CIC Est et je travaille dans l'univers de l'entreprise depuis 11 ans, c'est ça, ouais. Très bien. Et donc également Guillaume Tacher, qui est responsable territorial chez BGE Alsace-Lorraine. Bonjour à tous, je suis effectivement responsable territorial chez BGE Alsace-Lorraine et je suis dans l'entrepreneuriat depuis une bonne quinzaine d'années. Et on a la chance de pouvoir donc partager aussi le retour d'expérience d'un entrepreneur avec Manu Lequien, qui a cofondé une entreprise qui s'appelle La Cachette Ludique. Manu, tu vas pouvoir nous décrire un peu plus ton activité. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai créé avec ma compagne La Cachette Ludique, une boutique de jeux de société, un bar à jeux de société et des logements de tourisme aussi, on en parlera à titre privé. Et donc, j'ai été accompagné par la BGE pour la constitution du business plan. Et donc, je vais vous donner effectivement mon ressenti sur cette expérience avec la BGE et avec mon partenaire financier. Parfait, merci beaucoup. Alors, avant de vous donner la parole, je vais juste repasser quelques petites informations techniques sur le déroulé de ce webinaire. Alors, d'une part, pour commencer, on vous propose un petit sondage pour mieux vous connaître. Donc, si vous allez dans l'onglet sondage qui s'affiche normalement à droite de votre écran, on vous pose une petite question pour savoir à quelle étape vous en êtes de votre projet. Savoir si vous en êtes vraiment au stade de l'idée, en train de la définir, si votre projet est vraiment plus avancé, que vous êtes en train de bien le structurer et si même vous avez déjà créé. Voilà, n'hésitez pas à voter. Et donc, pendant ce temps-là, je continue les petites informations pratiques. Donc, vous avez un onglet chat qui est bien distinct de l'onglet questions que je vous inviterai à utiliser pour poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. On prendra un temps assez long à la fin pour y répondre. Mais donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet dédié. Vous pouvez même voter pour les questions qui vous concernent ou qui vous intéressent aussi. Donc, on essaiera justement de privilégier les questions qui concernent évidemment le plus grand nombre. Donc, on y reviendra. Et donc alors, est-ce que... Hop, on voit donc... Alors... 66% donc en sont vraiment déjà bien avancés et travaillent à la structuration de leur projet ou préparent le lancement. On a 30% des personnes qui sont au stade de l'idée et seulement 8% donc qui ont déjà créé et qui sont peut-être en train de penser aussi à la suite. Parfait. Merci pour vos réponses. Est-ce que ça correspond à peu près, Jérémy et Guillaume, à l'idée que vous faisiez aussi? C'est un peu ce qu'on s'était dit quand on a préparé ce webinaire, qu'on allait avoir plutôt pas mal de personnes en pleine structuration. Donc, ça se confirme. Alors, donc je pense avoir donné un peu toutes les infos pratiques. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Alors, je vais débuter. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Je vais débuter en présentant rapidement BGE pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Un rebonjour à tous.
Donc BGE, c'est un réseau national spécialisé dans l'entrepreneuriat depuis une quarantaine d'années. Et notre vocation, c'est vraiment de rendre l'entrepreneuriat accessible au plus grand nombre. Alors, en termes d'activité, hein, si on prend quelques chiffres, aujourd'hui, BGE, c'est 62 000 personnes accompagnées et formées par an, 34 000 entreprises que l'on suit et que l'on aide après leur immatriculation. Et ça fait de BGE le premier réseau national en termes de création, reprise et développement d'entreprises. On est 1300 salariés répartis sur à peu près 550 sites. Et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, vous avez tous sûrement une BGE de proximité vers laquelle vous tournez pour justement vous faire accompagner sur ces problématiques entrepreneuriales. Pour pouvoir justement accompagner les entrepreneurs tout au long de leur parcours et quel que soit le niveau d'avancement de leur projet, on a structuré notre approche en 4 grands axes. Une première approche qui est tournée autour de l'idée. Donc là, l'accompagnement, il va consister à envisager avec notre client l'entrepreneuriat, de travailler sur ses motivations, sur les conditions de faisabilité de son projet, déjà d'essayer de déterminer peut-être des clés de réussite de ce projet, des opportunités et finalement de venir confirmer que l'idée est opportune. Une deuxième phase qui s'appelle cette fois-ci la structuration de projet. Alors là, on est passé de l'idée au projet, hein, on est sur quelque chose d'un peu plus élaboré. À ce moment-là, nos clients ont déjà une idée assez précise du secteur d'activité dans lequel ils veulent créer, peut-être de l'endroit, des produits qu'ils veulent distribuer. Ils ont déjà effectué quelques premières démarches parfois et ont besoin de mettre tout ça en musique. Et c'est vraiment ce travail-là que l'on va faire avec eux, en les aidant à monter en compétences et puis en travaillant sur des domaines aussi divers que l'étude de marché, le volet financier, juridique et autres. La maîtrise de ce projet va permettre, dans un troisième temps, de les appuyer pour de la recherche de financement. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, en les aidant à comprendre finalement ce que peut attendre un banquier, comment lui parler et avec quels éléments venir le voir pour obtenir un financement. Et le quatrième volet de notre accompagnement concerne les entreprises déjà immatriculées pour lesquelles on va venir toujours apporter de la compétence à l'entrepreneur et puis on va travailler avec celui-ci sur des problématiques telles que la stratégie commerciale, stratégie de communication, stratégie de développement. Tous les domaines peuvent être abordés. Et comment on fonctionne? Finalement, quelle que soit votre problématique, on va d'abord vous recevoir sur un entretien de diagnostic au départ pour définir avec vous le meilleur parcours, que ce soit sur de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement collectif ou parfois même un mix des Jérémy, je te passe la main sur la présentation du CIC. Merci beaucoup Guillaume. Donc le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est l'une des banques les plus solides d'Europe. On a un rayonnement national et même international. Pour quelques exemples, on est présent en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne et même en Tunisie. On bénéficie depuis 2020 du statut d'entreprise à mission. Concrètement, cela signifie que dans nos statuts, nous avons inscrit des ambitions sociales et environnementales claires et pérennes. Cela prend par exemple effet grâce au dividende sociétal. Qu'est-ce que c'est le dividende sociétal? Si vous n'en avez pas entendu parler, on reverse 15% de nos résultats, en tout cas on consacre 15% de notre résultat net à des financements de projets de transformation environnementale et solidaire. Les banques du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il s'agit de caisses et d'agences de proximité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que 95% des décisions sont prises en agence et donc au plus près du terrain. Ça peut vous paraître anodin, mais finalement, les contrats de prêt sont préparés également en agence. C'est pas, ça remonte pas, je ne sais pas, à Paris ou à Strasbourg, moi qui habite à Mulhouse. C'est vraiment en agence que l'on prépare ces documents-là. Au niveau du groupe, donc le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe 14 fédérations de crédit mutuel, 14 fédérations sur 18.
c'est quasiment la totalité des fédérations, donc ça englobe finalement presque la totalité du territoire. Et le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend notamment également le CIC qui est découpé en 5 banques régionales. Il y a le Nord-Ouest, l'Ouest, le Sud-Ouest, le CIC Est dans laquelle je travaille, et la Lyonnaise de Banque. J'en ai oublié une, je crois, c'est l'Île-de-France. Voilà. Donc moi, j'ai voulu vous ressortir quelques chiffres clés du CIC pour vous montrer finalement notre présence sur le terrain. On a 1837 agences sur tout le territoire, avec 12 165 collaborateurs, c'est des équivalents temps plein. Au niveau des chargés d'affaires professionnels, donc j'ai voulu, pareil, vous mettre en avant ce chiffre-là de 2545 chargés d'affaires professionnels. C'est vraiment des conseillers dédiés aux professionnels pour vous accompagner dans votre projet. Ça représente finalement notre présence actuelle sur le marché des professionnels. Un professionnel sur 7 nous fait confiance actuellement en France pour la partie bancaire et assurance. Ça me permet de rebondir là-dessus également. Le métier actuellement des banques, évidemment, c'est la partie bancaire, hein, tout le monde connaît, la tenue des comptes, le prêt évidemment, le traitement des flux avec par exemple les TPE, mais il y a aussi la partie assurance, la responsabilité civile professionnelle, etc., etc., la mutuelle, la prévoyance, l'épargne salariale, la partie factoring, la facturage, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, c'est vraiment des choses que l'on peut mettre en place. Et aussi, ça fait partie de notre métier, la téléphonie, la partie alarme, l'immobilier, enfin vraiment une offre globale. L'idée finalement, c'est d'avoir un interlocuteur pour toutes vos questions, pour centraliser et vous faciliter la vie. Sur l'année écoulée, et pareil, je trouvais ça intéressant, nous avons eu 42 000 nouveaux clients, dont 28 800 de créateurs. Ça montre bien finalement que nous continuons à avoir de nouveaux clients, mais surtout à prêter de l'argent. Alors on entend souvent dire, malheureusement à tort, que les banques ne prêtent plus d'argent, mais c'est faux. Comme vous pouvez le voir, 35 546 crédits pour plus de 3 milliards d'euros prêtés pour les clients professionnels sur l'année écoulée. Alors on fait un distinguo entre le client professionnel et le client entreprise. C'est simplement une différence au niveau de la taille et de la structure. Pour faire simple, un client entreprise, c'est plus d'1 million de chiffre d'affaires et plus de 10 salariés. Voilà. Concrètement, en agence, et je pense que pour la majorité d'entre vous, on est plutôt sur le segment client professionnel. Voilà ce que je voulais vous dire sur la présentation du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci Jérémy. Je vais poursuivre. J'ai vu dans le chat qu'il y avait quelques remarques concernant la qualité du son et de mon micro. J'ai essayé d'en changer les options. J'espère que ça ira mieux de votre côté et que je serai plus audible. Parmi les questions qu'on a imaginées concernant ce webinaire, c'est quand doit-on se poser la question du financement dans un projet entrepreneurial? Alors la première réponse qui nous vient à l'esprit par rapport à ça, c'est qu'il est jamais trop tôt. Il est jamais trop tôt. Pourquoi? Il est jamais trop tôt pour se poser déjà la question. On sait que le volet financier, c'est souvent la pierre angulaire de réussite et de mise en place du projet. Donc, il est intéressant de pouvoir y penser le plus tôt possible. Pour se poser les bonnes questions, ça veut dire quoi? Se poser les bonnes questions, c'est mesurer les enjeux financiers de son projet en termes d'apport, en termes peut-être de besoins de financement, et puis quels pourraient être les financements. Ce qui va amener à réfléchir à quel type d'interlocuteur on va devoir rencontrer et puis pourquoi, d'initier les contacts, de commencer à poser des premières questions, sélectionner les partenaires qui nous paraissent les meilleurs et finalement préparer le terrain pour le moment où on viendra vers notre organisme financier, vers notre financeur avec peut-être plus d'éléments. Et le premier, un partenaire qu'on a tendance à rencontrer dans ces cas-là, c'est souvent le banquier. Alors encore une fois, l'intérêt de venir voir son banquier assez tôt, c'est de débuter sainement, on va dire, une relation qui va durer dans le temps.
Dans partenaire financier, il y a partenaire, hein, donc l'idée c'est de construire une relation, et Jérémy vous le confirmera certainement tout à l'heure, c'est de construire une relation qui va durer, une relation saine, pérenne, et donc autant prendre le temps de la mettre en place. Est-ce que tu souhaitais intervenir sur ce volet, Jérémy? Oui, je veux bien, oui. Merci Guillaume. Oui, j'aime bien dire que finalement, il ne faut pas voir la banque comme un fournisseur de prêts bancaires, mais plutôt comme un partenaire, comme tu l'as très bien dit Guillaume, un partenaire à long terme, un partenaire durable de votre entreprise. Et on va vous le répéter plusieurs fois ce matin, ce midi. La question de la confiance est mutuelle et on arrivera plus facilement à accompagner une personne à qui on a confiance et surtout à long terme. Donc, le plus tôt que vous voyez votre interlocuteur bancaire, mieux c'est. Et encore une fois, j'insiste bien, voyez plutôt la banque comme un partenaire et non pas comme un fournisseur. La question finalement du coût de l'emprunt, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais le coût de l'emprunt ne doit pas être votre seule priorité. Il faut voir un ensemble et le feeling que vous pouvez avoir avec votre conseiller est, je pense, aussi une donnée importante. Merci Jérémy. Donc finalement, son banquier, on le choisit et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est important qu'on aille le rencontrer assez tôt. Donc il est jamais trop tôt pour se poser les questions du financement. Mais si on veut vraiment obtenir des réponses précises de la part de son banquier, on a peut-être quand même intérêt de venir vers lui, peut-être dans un second temps d'ailleurs, avec un peu plus de matière. Et venir vers lui avec un peu plus de matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir vers lui en connaissant son projet, en le comprenant, c'est-à-dire en comprenant les rouages et les clés de succès pour pouvoir l'expliquer simplement et finalement le convaincre que vous êtes vous aussi le bon partenaire dans cette aventure commune. Et très clairement, ça fait partie du travail que vous allez faire avec BGE si vous êtes accompagné par nous, dans la mesure où on va vous aider pour cette étape-là, en vous faisant monter en compétences, en vous permettant de bien comprendre les enjeux du projet, en les maîtrisant, et puis en vous aidant à construire les bons outils, les bons supports pour pouvoir justement venir voir votre banquier. Je crois savoir, Emmanuel, que vous avez eu ce fonctionnement en deux étapes, en allant dans un premier temps voir votre banquier pour initier le contact et peut-être en revenant vers lui par la suite pour avoir des réponses plus précises sur le volet financier de ce projet et le financement éventuel. Oui, tout à fait. Donc nous, en fait, notre projet était en fait notre deuxième projet. On avait monté un premier projet en Île-de-France, un bar à jeux de société à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne, et ensuite nous avons acheté un local en Alsace dans un petit village, et ce local, il fallait le financer, l'achat de ce local, tout en continuant notre activité en Alsace, et on a rencontré le Crédit Mutuel en Alsace qui a été d'accord pour nous suivre pour l'achat de ce bien immobilier, et donc on lui a expliqué donc quel était le projet de ce bien immobilier pour le transformer à la fois en résidence principale, mais aussi notre lieu de travail. Donc, c'est tout naturellement que l'on est allé voir ce banquier qu'on ne connaissait pas. Ce n'était pas notre banque au départ, puisqu'on était en Île-de-France. Même si ma compagne étant en Alsace, elle connaissait ce Crédit Mutuel, et on a pu expliquer quel était notre projet. Et ça a été une base à la fois pour le financement, mais surtout pour voir si on allait être suivi. Le contact a été excellent, malgré l'originalité de notre projet de créer un lieu comme celui-ci dans un tout petit village. Et on a tout de suite eu des ondes positives de notre banquier. Ça nous a conforté dans notre idée que le projet était faisable. Donc effectivement, je confirme que cette première rencontre, elle est cruciale au-delà de la somme qu'on imagine lui demander par la suite, qui est difficile à évaluer quand on est en début de projet. Merci beaucoup, Emmanuel.
Pour poursuivre dans cette idée d'aller voir le banquier, on s'est aussi posé la question, on a imaginé en tout cas cette question, quelles sont les étapes préalables indispensables pour augmenter ses chances de succès quand on va chercher un financement. Et la première réponse, elle peut surprendre ou pas par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que finalement le premier enjeu quand on va voir un banquier, il va pas concerner le projet, mais il va vous concerner vous. Il va vous concerner vous parce que c'est chez vous, auprès de vous, que le banquier va chercher à être assuré, à être en confiance. Et c'est votre capacité à le rassurer sur votre profil, la façon dont vous allez gérer le projet, qui va lui donner envie finalement, qui va lui donner confiance pour vous accompagner dans ce projet entrepreneurial. Très clairement, hein, on l'a écrit, si l'on ne croit pas en vous, on ne vous suivra pas dans le projet. Et je sais que c'est un des leitmotifs de Jérémy et je vais lui laisser la parole à ce sujet. Oui, merci Guillaume. Oui, c'est exactement ça. Finalement, on finance avant tout une personne. C'est comme tu l'as dit Guillaume, et c'est ce qui est écrit. Ce qui est primordial, c'est de convaincre votre partenaire bancaire que vous êtes la personne de la situation. Ça paraît logique aussi. Finalement, deux personnes qui ont le même projet ne vont pas avoir la même réussite. Ce qui signifie bien que la réussite du projet dépend de vous. Nous montrer que vous êtes la personne de la situation, peut-être aussi en montrant que vous maîtrisez votre projet, va nous rassurer, mais vous rassurer aussi. Et c'est l'étape suivante que Guillaume va vous présenter. Donc effectivement, une fois qu'on a dit ça, la question légitime, c'est comment on fait finalement pour instaurer cette confiance? Comment on fait? Par quels éléments objectifs on va réussir à montrer à notre banquier qu'on est la personne de la situation, au-delà du fait qu'on va le clamer haut et fort et qu'on va arriver chez lui avec peut-être avec un grand sourire et beaucoup de motivation. On va essayer d'y mettre des ingrédients justement objectifs à ce discours. Alors dans les éléments qui vont confirmer l'adéquation entre votre profil et le projet, on peut penser à votre expérience, à vos compétences. Alors expérience, compétences dans le domaine dans lequel vous allez créer, mais aussi expérience et compétences plus générales qui vont pouvoir constituer un atout et rassurer dans ce projet de création d'entreprise. L'autre volet qui peut être rassurant, c'est votre réseau. Votre ancien réseau professionnel, réseau actuel, votre réseau personnel, votre famille. On sait, et Jérémy en parlera peut-être tout à l'heure, les banquiers sont très sensibles aussi au soutien de la famille dans le projet de création d'entreprise parce que ça rassure quand même sur la pérennité et puis sur le fait que l'entrepreneur ne sera pas seul dans ce projet, il sera soutenu. Parmi les autres éléments auxquels le banquier est sensible, c'est tout ce qui va concerner à la fois la motivation et à la fois les raisons pour lesquelles on crée. Et pour essayer de déterminer très rapidement si finalement ce projet d'entreprise il répond aux objectifs initiaux que vous vous êtes fixés, finalement à vos besoins personnels à vous et besoins individuels. Et bien sûr, le quatrième point sur lequel on va analyser l'adéquation entre le profil et le profil du créateur et le projet, c'est bien sûr son profil financier et le profil financier de son foyer, aussi bien en termes d'apport qu'en termes de besoins potentiels de rémunération. Donc, c'est tous ces éléments qui cumulés les uns aux autres, vont permettre à un moment donné de pouvoir objectiver et confirmer qu'on est bien l'homme ou la femme de la situation. Et oui, je voulais ajouter un point à cela, Guillaume. Et ça peut paraître surprenant ou pas, finalement. Nous ne regardons pas que la partie financière. L'homme et la femme est au centre du projet. Finalement, votre projet de création d'entreprise, c'est quelque chose qui est peu palpable pour nous. Il n'y a pas de vécu de votre entreprise. On ne sait pas finalement ce que l'on va financer. Évidemment, les outils, ce que vous allez nous apporter va nous permettre de nous rassurer. Mais avant tout, encore une fois, c'est vous que l'on finance. Et il faut que l'ensemble soit cohérent, encore une fois. Mais la première pierre à l'édifice, c'est vous.
Ne jamais oublier que l'on finance avant tout une personne avant un projet, avant votre entreprise, donc une personne avant tout. Et si je peux me permettre, j'en profite, comme on est au niveau des étapes, je voulais juste aussi proposer un deuxième petit sondage à nos participants pour savoir justement où ils en sont par rapport à leur recherche de financement, savoir justement s'ils ont déjà commencé, contacté des banques, alors peut-être même essuyer des premiers refus, et pour voir justement par rapport à ces étapes préalables, ça va peut-être aussi vous permettre de repenser un peu les choses si vous avez soit brûlé certaines étapes ou justement si vous en êtes qu'au démarrage, c'est le bon moment de prendre les choses petit à petit. Alors, voyons voir. Alors, effectivement, une majorité qui n'a pas encore démarré. Donc, ça tombe très bien parce que là, vous allez avoir la bonne méthode pour mettre toutes les chances de votre côté. 78% qui n'ont pas démarré et une quinzaine de pourcents qui ont commencé à contacter des banques. Donc, voilà, c'est aussi l'occasion de voir si vous avez peut-être aussi mis toutes les chances de votre côté et suivi les étapes dans le bon ordre. Voilà. On a eu un refus. On pourra en reparler tout à l'heure peut-être dans les questions des raisons de ce refus. Jérémy se prépare à ça. Une fois on parlait de l'adéquation entre le créateur et le projet et la nécessité de donner des éléments pour confirmer cette adéquation. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir travailler davantage sur la présentation du projet lui-même. Et pour finalement montrer l'ensemble des facettes du projet, on invite généralement nos porteurs de projet à s'intéresser aux différentes étapes de cet escalier. Et après finalement l'adéquation personne-projet, ce qui vient naturellement ensuite, c'est l'évaluation du marché. Alors l'évaluation du marché, c'est quoi? C'est finalement s'intéresser à son environnement, s'intéresser aux besoins de ses clients potentiels, s'intéresser aussi à peut-être la situation concurrentielle et à d'autres éléments de l'environnement, pour confirmer que le secteur d'activité, il a du potentiel et qu'on a un intérêt à créer dans ce secteur d'activité, et puis aussi que peut-être l'endroit où on veut s'implanter, c'est le bon. C'est vraiment une phase de recueil d'informations. Et une fois cette phase de recueil d'informations réalisée, on a réussi à confirmer l'opportunité de créer dans ce secteur et à cet endroit. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est la définition de la stratégie commerciale. Donc, on est parti de l'idée, on a analysé l'environnement et on va pouvoir adapter ce que l'on va proposer, comment, à combien, de quelle façon, au marché lui-même, aux attentes des clients et encore une fois, à ce que font nos concurrents. C'est la meilleure façon d'être en phase avec son marché et c'est la meilleure façon aussi de le montrer à un financeur. Une fois cette stratégie commerciale définie, on va pouvoir décliner la stratégie de communication adaptée et ainsi avoir une vision beaucoup plus précise de notre projet, de ce que l'on va faire et de comment on va le faire. Cette situation-là va nous donner des éléments pour aborder la partie chiffrée du projet, à savoir sa faisabilité, combien ça va me coûter de créer cette entreprise et comment je vais la financer, et puis tout ce qui est le volet rentabilité et viabilité. Est-ce que mon entreprise va gagner de l'argent? Est-ce que j'arrive à faire cette projection-là et est-ce qu'elle va réussir à me rémunérer? C'est ça les grands enjeux financiers autour d'un projet de création d'entreprise. Une fois cette étape réalisée, on va pouvoir réfléchir et définir le statut juridique le plus approprié, l'habillage juridique le plus approprié à la structure que vous êtes en train de créer. Et si cette histoire-là, avec cette logique-là, vous êtes capable de la raconter à votre banquier, on sera vraiment en face d'un projet qui est maîtrisé et on aura des éléments pour le convaincre. On va voir si Jérémy nous le confirme.
Oui, évidemment, Guillaume, évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre vision du projet n'est pas limitée à la seule partie financière. Ça, c'est très important de le comprendre. Et je crois que je l'ai déjà dit à 2 reprises tout à l'heure. Donc, si je reprends un petit peu cet escalier qui me plaît beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que nous, en tant que banque, l'étude de l'adéquation personne-projet, ou en tout cas l'adéquation personne-projet, ça nous permet d'avoir des éléments un peu plus factuels sur un projet de création d'entreprise. Et on va évidemment se poser la question si vous avez les capacités, les compétences entrepreneuriales. Et comment on va pouvoir le faire, cela, le trouver, et bien finalement grâce à vos expériences passées, tout simplement. Donc nous, on va également regarder vos expériences passées pour savoir encore une fois si vous êtes la personne de la situation. Par rapport à l'évaluation du marché, là c'est vraiment un élément central pour nous parce qu'on a besoin de savoir à qui vous vendez, chez qui vous vous fournissez, à combien de jours vous réglez finalement vos fournisseurs et à combien de jours vous êtes réglé par vos propres clients. Pourquoi c'est important pour la banque? Tout simplement parce qu'on va pouvoir vous proposer des services, des produits bancaires qui soient le plus adaptés à votre situation. Si vous ne maîtrisez pas ces éléments-là, nous, on ne pourra pas vous proposer et mettre en place des choses qui vont vous faciliter la vie au quotidien. La stratégie commerciale, évidemment, c'est indispensable dans toute réussite d'un projet de création d'entreprise. Et si vous nous en parlez, évidemment, on n'est pas des directeurs de la communication, mais nous, ça va nous rassurer, encore une fois, le fait que vous ayez réfléchi au préalable. On peut avoir la meilleure idée au monde, si on n'arrive pas à la mettre en œuvre et à toucher sa clientèle, ça va être un petit peu compliqué. Donc le chiffrage du projet, il y a 2 aspects, mais moi je vais surtout vous parler du prévisionnel. Le prévisionnel, ce n'est pas un document qui doit être construit pour nous faire plaisir. Ça, c'est très important. C'est un document qui doit vous servir à vous fixer des objectifs, à vous poser les bonnes questions. Demain, je démarre mon activité, de quoi j'ai besoin? Donc, faites par exemple des devis. Quand on parle de chiffrer le projet, c'est ça. Faites des devis sur combien va vous coûter le lancement de votre entreprise. Et l'autre partie, la partie rentabilité de la structure, encore une fois, fixez-vous des objectifs raisonnables. Combien de clients par jour, par semaine ou par mois vous devez avoir pour pouvoir finalement être rentable. Je vais pas plus loin, je vais pas marcher sur les plates-bandes de Guillaume pour le choix du statut juridique. C'est évidemment quelque chose de très important, mais comme l'a très bien dit Guillaume tout à l'heure, c'est plutôt un habillage. C'est pas le statut juridique, le régime fiscal qui va faire la réussite de votre projet. C'est l'habillage. Pour la recherche des financements, moi j'ai un conseil à vous donner sur la forme surtout. Soyez précis, mais il n'est pas nécessaire d'être dans le détail. Ne perdez pas votre interlocuteur, ça arrive très souvent. Montrez que vous maîtrisez le projet en utilisant des mots forts, des mots clairs, et montrez-nous que vous maîtrisez ce que vous dites. Ça c'est très important. Pourquoi? Encore une fois, pour qu'un lien de confiance aussi se crée et qu'on voit que vous êtes la personne de la situation. Le démarrage de l'activité, évidemment, c'est la fin d'une étape très importante qui est cet escalier-là, mais c'est aussi le début d'une nouvelle histoire, le début d'une nouvelle ère, et la vie continue après cette ère, bien évidemment. Merci Jérémy. On a parlé des outils dont on pouvait avoir besoin pour aller voir un banquier pour obtenir un financement. Et une question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que finalement le business plan dont a parlé Emmanuel d'ailleurs en début de présentation, il est indispensable pour obtenir un financement? Et la première question déjà à laquelle on a trouvé intéressant de répondre, c'est quoi un business plan ou plan d'affaires? Tout simplement, le business plan, c'est un document ou un support qui détaille lors de la création ou de la reprise d'entreprise l'ensemble du projet. Finalement, c'est une présentation du projet qui, dans la plupart des cas, reprend les 5 étapes que l'on a vues précédemment. C'est une présentation qui raconte l'histoire finalement de son projet et aussi qui présente l'évolution de ce projet
sur les premières années de l'entreprise. Donc, on ne se contente pas de le décrire, mais on imagine aussi la trajectoire que suivra votre entreprise sur les premiers mois et les premières années de son existence. Je vais un petit peu vite dans mes slides. On peut se poser la question aussi du business plan, pour qui et pourquoi. On a en grande majorité, je dirais, des clients qui viennent nous voir dans nos bureaux et qui nous disent je suis allé voir mon banquier, il m'a dit qu'il fallait un business plan, donc apparemment vous êtes bon pour accompagner les gens qui souhaitent rédiger un business plan, donc voilà pourquoi j'arrive chez vous. Donc c'est pas un mauvais raisonnement, mais au final, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que le business plan il est clairement pas fait, et il doit surtout pas, et je crois que Jérémy l'a dit tout à l'heure, il doit pas être fait que pour le banquier. Le premier bénéficiaire du business plan, et on l'a mis bien en haut à gauche de cette slide, c'est vous. Pourquoi? Parce que finalement, construire un business plan, c'est structurer son projet, en avoir une vision générale et bien vérifier que tous les rouages concordent et s'emboîtent bien les uns dans les autres. Donc, avant tout, le business plan, il va vous permettre de comprendre votre projet, de le maîtriser dans les détails, parce que c'est vous qui les aurez mis en place, les rouages du business plan. Et ça va être un outil d'aide pour vous à la décision. Est-ce que finalement ce que je viens de dessiner comme mécanisme me conforte dans mon choix de créer mon entreprise, ou est-ce qu'il va falloir que je fasse encore bouger des pièces pour avoir quelque chose de peut-être plus adapté à ma situation ou à mon marché? Et une fois que ce business plan il est réalisé, et que voilà, on en est content, et que le scénario finalement qui se dessine est favorable, on va pouvoir l'utiliser pour présenter le projet à des tiers, à votre entourage, à des partenaires, bien sûr aussi, et on est là pour ça aujourd'hui, à des financeurs, à qui, grâce à cet outil, on va pouvoir expliquer le projet, on va pouvoir les rassurer, et on va bien sûr pouvoir les convaincre. Une petite parenthèse sur ce business plan: quand on est à plusieurs actionnaires d'un même projet, plusieurs porteurs de projets, la rédaction du business plan, ça peut aussi être l'occasion de définir une trame commune, une vision commune du projet. Et pourquoi j'en parle? Parce que Emmanuel, ici présent, a été concerné par cette problématique-là, et je crois que le business plan a été très utile aussi en ce sens, au-delà du volet compréhension du projet et le volet financier. Oui, absolument, puisque comme je vous le disais, j'ai monté cette entreprise avec ma femme, et on va dire que moi je suis dans l'entreprise, je suis le raisonnable, et elle la fonceuse, la rêveuse. Elle a toujours des idées, des envies de faire de nouvelles choses. Donc l'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre tout ça. Et donc c'est vrai que le business plan va vous permettre de voir si une idée, c'est bien de l'intégrer dans ce business plan, parce qu'elle va être porteuse de chiffre d'affaires, hein. C'est quand même votre but pour que l'entreprise soit viable, ou si elle est un peu en trop. Et si on reste trop dans sa zone de confort, comme je pourrais le faire moi parfois, on va pas pouvoir développer et garder une dynamique. Donc le business plan, il vous donne vraiment ces réponses de façon factuelle. Donc c'est un élément très important qu'au départ on voit effectivement comme une charge, parce quand on est sûr de son projet, on se dit qu'on n'a pas besoin de l'écrire pour être sûr que ça va fonctionner. Mais il va vous apporter à la fois des réponses positives en vous disant oui, j'ai bien fait, je vois que cette idée est bonne, et d'autres fois vous dire oui, en fait non, ça sert à rien, ou c'est pas une bonne chose. Donc voilà mon ressenti sur le démarrage du business plan. Merci beaucoup, Emmanuel. De rien. En synthèse, on a essayé d'imaginer quelques conseils clés de réussite d'un business plan. Et vous verrez qu'on n'est pas forcément dans la rédaction dans ces conseils, parce que le premier conseil, c'est de se faire accompagner, de se former, c'est-à-dire de quand même maîtriser une forme de technique et de vision de ce que doit être un business plan avant de se lancer. Le deuxième conseil que l'on peut donner, c'est de s'entourer. C'est
pendant la rédaction du business plan, d'aller rencontrer des tiers, des fournisseurs, des futurs partenaires, des financeurs, et d'utiliser finalement toute cette information-là pour nourrir le business plan. Ça rejoint finalement le troisième conseil, qui est de se documenter et de rechercher de l'information concrète. 99% des futurs entrepreneurs, des créateurs d'entreprises sont extrêmement motivés, croient en leur projet et sont convaincus de leur réussite. Et finalement, le business plan, c'est pas tant retraduire cette motivation que de la challenger avec des éléments extérieurs qui vont venir confirmer que votre vision du projet, elle est la bonne, et que la façon dont vous imaginez les choses va amener l'entreprise dans une trajectoire de réussite. Le quatrième conseil qu'on peut donner quand on rédige un business plan, c'est de rédiger son propre business plan. Il y a rien de pire, et je pense que Jérémy le confirmera, que les personnes qui viennent voir un banquier avec un business plan générique qui raconte la même histoire que le projet de gauche et le projet de droite. Finalement, la valeur ajoutée, elle est proche de zéro. Or, ce qui va être intéressant, et Jérémy en a parlé, c'est que vous ayez justement, que vous trouviez des réponses à vos propres questions et à votre propre situation. Le dernier conseil que l'on peut donner, et après je laisserai la parole à Jérémy pour nous confirmer tout ça, c'est quand on rédige un business plan, de se baser sur des hypothèses raisonnables. Qu'est-ce qu'on entend par hypothèse raisonnable? La première d'entre elles, alors on va présenter certes un projet ambitieux, mais qui doit vous correspondre, qui doit être à votre mesure, que vous devez pouvoir maîtriser. Et la deuxième chose par rapport à ce volet-là, c'est de partir sur des hypothèses d'activité qui sont plutôt, elles aussi, raisonnables. Et je vais encore une fois donner la parole à Emmanuel qui illustre bien ce petit conseil particulièrement. Oui, donc voilà, effectivement, moi j'avais tendance à être un peu prudent sur le résultat des premiers mois. Donc le fait de rédiger le business plan et de montrer des hypothèses, ça vous montre, ça vous incite à la fois à rester prudent pour pas rêver que vous allez faire de gros CA dès le début, mais aussi à regarder, à croire encore plus en votre projet, et donc de trouver un juste équilibre. Souvent on dit on fait un tableau financier qui va être pessimiste, un moyen et un très optimiste. Et donc finalement on va se retrouver avec un intermédiaire. Votre business plan il va se baser plutôt sur la possibilité intermédiaire. Donc réfléchir ensemble, et la BGE a été d'une grande aide là-dessus, c'est de dire non, ça vous allez réussir, ça vous l'avez montré dans votre premier projet en plus. On peut en être sûr. Ça, peut-être que par contre, ce développement-là, il va falloir se dire que ça va prendre du temps. Donc, vous mettez du concret en fait dans ce que vous pensez. Et ça, c'est très important de bien le faire, parce que votre banquier, lui, il va être capable de dire non, là, vous êtes trop optimiste, ou si vous faites que ces chiffres-là, ça va pas suffire. Donc, ça vous permettra d'arriver avec encore plus d'assurance auprès de votre financeur. Moi, je voulais juste rajouter justement par rapport à ça, merci Manu, que ça ne sert à rien d'aller trop vite. Prenez le temps. Ça va nous rassurer aussi, finalement, de voir que la création n'a pas été précipitée, mais elle a été travaillée et réfléchie. En mettant tout par écrit, ça va permettre aussi de canaliser vos idées et votre projet. Ça va aussi vous permettre de monter en compétences, notamment peut-être sur la partie financière. Mais nous, ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous êtes de nouveaux directeurs financiers, mais plutôt que vous compreniez la logique que va certainement vous apprendre BGE à travers ce business plan. Donc, moi, je mets bien l'accent là-dessus. Comprenez ce que vous faites, c'est très important. Un business plan générique, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est complètement inutile. Il faut que vous compreniez là où vous mettez les pieds.
en démarrant votre structure et quels sont vos objectifs concrets. Guillaume, je te laisse la parole. Merci, on va poursuivre sur les. Je regarde l'heure et il nous reste vraiment qu'une dernière partie. On va être synthétique. Quelles sont les différentes sources de financement et leurs différences? Alors, la première étape qu'il faut bien sûr noter, c'est qu'avant de chercher des sources de financement, il y a un travail préalable et qui est souvent d'ailleurs le plus compliqué, c'est de bien identifier ce dont on a besoin, ce dont le projet aura besoin et de chiffrer ces éléments-là pour pouvoir, bien sûr, dans un deuxième temps, aller chercher des financements appropriés au projet que l'on est en train de mener. Et ce dont on va avoir besoin quand on crée une entreprise, on va pouvoir le décomposer en trois grands pôles, trois grands thèmes. Le premier, c'est les investissements, c'est les dépenses à usage durable pour l'entreprise, les machines, les outils, les véhicules, les brevets, les formations. Alors, vous allez faire la liste de tout ce dont vous avez besoin et vous allez essayer, via des devis notamment, de chiffrer ces éléments-là. Mais quand on crée une entreprise, on a aussi besoin de financer notre stock initial, les marchandises et les matières premières dont on va avoir besoin pour lancer l'activité, et aussi de disposer d'un fonds de trésorerie nécessaire pour lancer l'activité et pour lui permettre de vivre sereinement sa montée en puissance en attendant qu'elle ait suffisamment de chiffre d'affaires, suffisamment de trésorerie, qu'elle génère suffisamment de trésorerie pour pouvoir subvenir elle-même à ses dépenses. Une fois que l'on aura identifié ces besoins, que l'on les aura listés, qu'on les aura chiffrés, l'enjeu, ça va être de trouver des ressources appropriées pour pouvoir justement équilibrer la balance que l'on voit en bas, c'est-à-dire de trouver autant de ressources que l'on a de besoin. Et ces ressources, elles vont se décomposer en deux grands types, ce que l'on appelle les capitaux propres, qui globalement viennent de nous, et les financements externes. Par rapport justement à cette décomposition, Jérémy va apporter une précision sur quelles ressources vont financer quels besoins. Oui, merci Guillaume. Effectivement, c'est vrai que la banque a plutôt tendance à financer votre outil de travail, c'est-à-dire les investissements, autrement dit, ce qui va rester durablement dans l'entreprise. Les capitaux propres, donc essentiellement votre apport au démarrage, va financer effectivement la trésorerie nécessaire pour démarrer l'activité et peut-être aussi quelques faux frais. Et entre les deux, nous avons le stock initial. Alors le stock initial, c'est plutôt la logique, c'est plutôt votre apport également. Plutôt, je dis parce que il y a certaines choses qui parfois justifient le fait que la banque intervienne. Si je reprends un peu l'exemple de tout à l'heure, tout dépend de vos fournisseurs. Si vos fournisseurs, vous les payez comptant et que vos clients vous règlent à 30 ou 45 jours, on se rend compte qu'effectivement, à un moment donné, ça va être assez compliqué. Donc nous, on peut aussi intervenir sur ce point-là par des techniques de financement autres que le financement à moyen terme, 5-7 ans. Donc on est vraiment sur du court terme, mais on peut aussi intervenir. Moi, j'en profite aussi juste pour glisser un petit mot là-dessus sur le financement. Déjà, j'ai envie de dire, c'est que là, on parle bien des besoins au démarrage. Les besoins au démarrage, il faut bien les identifier pour ne rien oublier. C'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est vraiment de se poser la question de quoi j'ai besoin pour démarrer l'activité et espérer ne rien oublier. Prenez le temps de bien réfléchir à cette question, parce que si au bout de 2 ou 3 mois, vous revenez voir votre partenaire bancaire parce que vous avez oublié quelque chose, la réponse ne sera peut-être pas aussi naturelle. Il y aura toute une étude qui devra être faite en complément et on préfère évidemment attendre le premier bilan avant de refinancer une entreprise qui vient de démarrer. Donc prenez bien le temps de bien définir vos besoins. Et par la suite, tout au long de la vie de l'entreprise, finalement, il y aura des besoins. Et évidemment, on peut pas tout vous dire encore aujourd'hui dans un temps aussi court, mais dans la vie d'une entreprise, le prêt bancaire est indispensable pour tous les investissements, pour tout ce qui va rester durablement dans l'entreprise, c'est vraiment indispensable. Voilà, je te laisse la main.
Merci pour finir sur cette présentation-là avant de passer aux questions. On a essayé de lister finalement ces ressources. Donc, après avoir identifié les besoins, quelles sont les ressources que l'on peut avoir ou que l'on peut mobiliser pour financer son projet de création d'entreprise. Alors, la première ressource, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est l'apport personnel. Jérémy y est revenu, qui va globalement aider à faire face aux premières dépenses de l'entreprise et aussi solliciter d'autres sources de financement. On va avoir ensuite dans les capitaux propres tout le volet Love Money. Alors, qu'est-ce qu'on attend par Love Money? En fait, ça va regrouper à la fois les donations, c'est-à-dire les dons que vous font des proches à titre gratuit. Ça va regrouper l'actionnariat. Quand un tiers devient actionnaire de votre entreprise de par son apport au capital, et aussi ce que l'on appelle le compte courant d'associé, c'est-à-dire quand un associé fait de l'argent en ouvrant un compte courant dédié. Tous ces éléments constituent le capital propre et donc vont plutôt venir financer le bas de la colonne des besoins, comme l'a expliqué Jérémy tout à l'heure. Et ces capitaux propres peuvent être complétés par un troisième élément qui est le prêt d'honneur. Alors, le prêt d'honneur, qu'est-ce que c'est? Le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie, qui est délivré à titre personnel et qui est un prêt levier à partir du moment où l'on souscrit à un emprunt bancaire. On peut le solliciter auprès de réseaux d'accompagnement et il va venir appuyer finalement l'emprunt bancaire et renforcer vos capitaux propres. Je sais que Emmanuel a particulièrement apprécié justement ce levier-là et l'accompagnement qui était associé au prêt d'honneur. Peut-être, Emmanuel, si vous voulez en parler. Oui, rapidement, effectivement, on a sollicité un prêt d'honneur auprès d'Initiative Nord-Alsace. Et donc, alors ils ont besoin d'un business plan effectivement, et on va passer en comité. Donc, grâce au business plan monté avec la BGE, on a pu aller chercher plusieurs milliers d'euros qui sont un plus financier, mais surtout également, c'est un tampon de plus avec celui de la BGE. D'un groupe d'experts qui va étudier votre projet lui aussi. Et donc, s'il vous accorde le prêt d'honneur, vous validez votre projet. Et ça aussi, ce sera un plus auprès de votre banquier de se dire que voilà, des experts de tous bords ont validé et financé en partie votre projet. Donc, pensez-y, même pour quelques milliers d'euros, ça vaut la peine de le solliciter. Et Manu, je prends la parole, je confirme totalement ce que vous dites, parce que effectivement, c'est pas forcément le montant que vous allez obtenir qui va rassurer la banque, même si ça peut être le cas parfois, ça consolide votre rapport. Mais je suis 100% d'accord avec vous, Manu, c'est vraiment le fait d'exposer votre projet à un comité d'experts qui va nous rassurer, nous, banques, nous dire que finalement, oui, des experts de la création d'entreprise valident votre projet. Ils sont plusieurs à être autour de la table. Ils sont prêts à mettre de l'argent dans ce projet-là via un prêt à taux zéro. Pourquoi on n'irait pas, nous, aussi vous aider à démarrer cette activité? Donc oui, je suis vraiment en phase avec ce que vous dites. Moi, je vais compléter sur les autres sources de financement. Évidemment, il peut y avoir la partie prêt bancaire. Donc le prêt bancaire peut avoir plusieurs formes, que ce soit le prêt classique sur 5 ou 7 ans, mais peut prendre l'objet aussi d'un crédit bail ou d'un crédit de campagne. Donc là, c'est ce qu'on appelle un crédit de trésorerie, c'est des crédits à court terme, ou encore une autorisation de découverte. Pour tout ce qui est financement participatif, moi j'aime bien l'évoquer parce que c'est finalement votre première campagne de communication. Ça va vous permettre de faire découvrir votre projet au plus grand nombre et récolter quelques fonds. Donc je trouve ça très très intéressant. Et pour tout ce qui est aide et subventions, effectivement, il est en fonction de votre région, en fonction de votre situation, que ce soit physique ou au niveau de l'emploi, il peut y avoir des aides dédiées. Donc là, on ne peut pas être exhaustif malheureusement, mais effectivement, il faut vous renseigner sur ces aspects.
Merci beaucoup, Jérémy. Anne-Gall, on en a fini avec les présentations. Est-ce que tu souhaites reprendre la main peut-être pour les questions? Oui, alors notamment, pour prendre la suite de Jérémy, on a eu pas mal de questions justement sur l'apport personnel, peut-être en tout cas entre les personnes qui se disent et si on n'en a pas, est-ce que c'est rédhibitoire? Et si on en a, est-ce qu'il y a un montant minimum? Qu'est-ce que ça doit couvrir? Quelles sont les règles à suivre en gros de l'apport personnel? Est-ce que tu peux creuser un tout petit peu plus ce sujet, Jérémy? Oui, bien sûr, et je m'attendais à cette question, à vrai dire. Alors, par rapport à l'apport. L'apport, en fait, finalement, il faut le voir comme les capitaux propres, hein, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume. Hein, c'est vraiment les fonds propres. L'apport personnel peut prendre plusieurs formes. Quand c'est une société, c'est le capital social, et il peut y avoir aussi le compte courant d'associés. Je vais pas être plus compliqué que cela. Tout ça pour vous dire que l'apport, le prêt d'honneur peut compléter votre apport. Donc, le montant global de votre apport doit généralement être aux alentours des 20% s'il faut donner un pourcentage ou une référence. Encore que, on peut discuter, je veux dire que c'est pas une règle qui est gravée dans le marbre. Il faut voir l'ensemble, il faut que tout soit cohérent. Si vous avez beaucoup d'investissements matériels et peu de besoins de trésorerie, bon là, comme ça me paraît un peu difficile de trouver quel type de projet cela correspondrait. Mais dans l'absolu, on parle souvent de 10-20% d'apport, mais il faut étudier le projet. C'est vraiment votre projet qui nous dira finalement quel sera le montant de votre apport. Après, si vous n'en avez pas du tout, s'il n'y a vraiment pas du tout d'apport et que vous nous sollicitez des centaines de milliers d'euros, je vous avoue que ça va être compliqué de financer parce qu'on a besoin aussi que chacun prenne sa part de risque finalement. Et que si vous ne pouvez pas demander à un partenaire bancaire de prendre plus de risques que vous êtes prêt à en prendre. Donc je pense que l'apport, c'est aussi un marqueur pour la banque pour nous rassurer. Voilà Anne-Gaëlle, ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci. On a aussi plusieurs questions de personnes qui se demandent un peu quels sont les ratios, par exemple, notamment si on veut combiner du prêt bancaire avec du crowdfunding ou d'autres sources de financement. Est-ce qu'il faut avoir certaines parts, justement, est-ce qu'il faut une part minimum de financement bancaire, voilà, des grands équilibres à respecter, voilà, ou pas? Ben finalement oui, on se rapproche un peu de la question précédente. C'est finalement quel est le montant de l'apport, parce que le financement participatif, pour moi, encore une fois, je le vois plus comme une première campagne de communication qui va vous permettre de générer déjà un petit peu de chiffre d'affaires. C'est pas tout à fait du financement au départ, parce que lorsque vous allez encaisser ce financement participatif, peut-être que vous serez déjà immatriculé. Et finalement, la création, elle est déjà actée et donc les financements déjà obtenus. Ça se passe pas tout le temps dans cet ordre-là, mais finalement, la logique est là. Je pense que toute la partie capitaux propres, fonds propres, donc votre apport et tous les financements externes, on doit être dans le ratio que j'ai donné tout à l'heure, 10-20%. Il faut que finalement le prêt bancaire doit financer dans la grande majorité des cas la totalité de vos investissements matériels. Ça posera très peu de problèmes. Après, c'est pour la partie immatérielle ou stock où là, on peut vous demander de compléter par votre apport. Très bien. Il y a une personne qui dit qu'elle a la confiance de son banquier, mais pas de son assureur. Et dans ces cas-là, quoi faire? Changer d'assureur? Je vais laisser la parole à Guillaume, mais juste avant cela, toutes les banques enfin beaucoup de banques sont banques assurances, notamment le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc moi je pense que d'avoir un seul interlocuteur pour toutes ces questions, ça a du sens. Ça vous permet de gagner du temps parce que lorsqu'on est en activité, on est toujours en train de chercher à gagner du temps. Donc cette partie assurance, alors je sais pas si c'est l'assurance emprunteur, je sais pas de quelle assurance parle cette personne-là. Mais ou par exemple une décennale, hein, tout simplement hein, pour un artisan. Enfin nous on peut vous proposer ces services-là également. Donc moi je pense qu'il faut interroger votre banque pour la partie assurance, surtout si vous avez des difficultés à en trouver. Oui, simplement le petit conseil complémentaire à donner, hein, et c'est vrai pour tous les partenaires avec lesquels vous allez travailler, c'est comparer
allez en voir plusieurs et ne restez pas bloqué avec le discours de l'un ou le discours de l'autre. L'idée, c'est que vous trouviez chaussure à votre pied, aussi bien en termes de service qu'en termes de qualité relationnelle. Et ça, c'est vraiment de votre responsabilité de chef d'entreprise. Vous construisez sur la durée ce partenariat avec les partenaires, que ce soit l'assureur ou le banquier. Donc, choisissez-le bien et prenez le temps de le sélectionner. Une personne aussi qui doit acheter un véhicule dans le cadre de son activité et qui demande comment le financer, si c'est un prêt au nom de l'entreprise ou si ça passe sur un prêt personnel. Alors, j'ai un peu secoué la tête en disant ça parce que pour moi, c'est parfois des conseils qui sont donnés de passer par du prêt perso pour financer un projet de création d'entreprise. Et franchement, c'est un très très mauvais conseil. Il faut que il faut que vos besoins de l'entreprise soient financés par un prêt bancaire professionnel. Non. Donc là, je suis catégorique. Votre véhicule, vous devez l'acheter par un prêt au nom de l'entreprise. Très bien, merci. Alors là, une petite question plus pour Guillaume. Une personne, conseiller bancaire, l'a orienté vers un avocat et un comptable avant de présenter le prévisionnel. Est-ce que BGE propose ce service ou s'agit-il d'une démarche personnelle? Tu as un peu déjà expliqué tout à l'heure. Oui, après, c'est difficile pour moi de répondre dans la mesure déjà où toutes les BGE peuvent avoir un fonctionnement un petit peu différent. Mais l'idée, c'est de fonctionner en symbiose avec l'ensemble des partenaires et en toute transparence. Généralement, quand on travaille avec un entrepreneur, on peut nous-mêmes, avec l'entrepreneur, prendre contact avec le banquier, prendre contact avec l'expert comptable et les faire travailler ensemble. Et si j'ai un conseil vraiment à vous donner, c'est de travailler en toute transparence avec les uns et les autres. Et votre expert comptable, il sait que vous avez bossé avec BGE, il connaît votre banquier. Votre banquier, il sait que vous avez bossé avec BGE, il connaît votre expert comptable. Et finalement, les professionnels peuvent aussi s'appeler entre eux pour travailler efficacement sur votre projet. Et c'est sûrement là aussi une des clés de la réussite. Tout à fait. Merci. Comme je vois qu'il est déjà 12h30 passé, ce que je vous propose, c'est peut-être de donner la parole à notre entrepreneur pour terminer. Emmanuel, est-ce que justement sur toute cette partie du financement de l'entreprise, quel conseil global et au final vous aimeriez donner à toutes les personnes là, qui souhaitent créer et qui se posent beaucoup de questions sur cette partie-là? Eh ben c'est vraiment on a parlé de réussir et c'est pas évident et c'est pour ça que ce business plan et cet accompagnement de la BGE et même votre banquier pourra vous y aider aussi, c'est d'arriver à comprendre où on trouve effectivement les sources de financement et comment je vais gagner ma vie en tant qu'entrepreneur. C'est grâce à tous les gens qui vont vous entourer que vous allez pouvoir vérifier que votre projet est viable avant de le lancer, parce que le pire de tout, ce serait de le lancer et que ce soit un échec. Donc, quand on vous dit que ça, c'est pas bon, ça faudrait faire autrement, si on vous le fait avec bienveillance, parce qu'on a rencontré au cours de notre parcours des gens qui vous cassent les pattes, moi, c'est pas ce que j'ai eu avec la BGE ou avec ce partenaire financier pour ce projet, on a à chaque fois été accompagné avec bienveillance. Personne n'a envie que ça soit un échec. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, comme l'a dit Guillaume. Si vous trouvez les bons interlocuteurs et si vous faites cette création avec passion, j'ai aucun doute que ce soit une réussite. C'est ce qui nous est arrivé. On passe par les montagnes russes quand on est entrepreneur. Parfois, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas et parfois, on est sûr de soi. À vous de bien vous entourer. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller la BGE. J'ai un très bon retour avec Guillaume. Ça a été un vrai plus. Et puis, croyez en vous. Et puis, votre banquier vous suivra aussi. Voilà. Merci beaucoup. Jérémy et Guillaume, est-ce que aussi vous avez quelque chose à ajouter avant de se quitter? Oui, mais je veux bien prendre la parole, tout simplement, comme on l'a dit depuis le début, ne pas hésiter à aller voir votre interlocuteur à la banque, ne pas oublier que l'interlocuteur pour une activité professionnelle est un interlocuteur dédié, donc c'est un chargé d'affaires professionnel. Allez le voir même le plus tôt possible, j'ai envie de dire, pour commencer à poser des jalons et à démarrer ensuite solliciter votre prêt en ayant bien identifié cette personne
et surtout en sachant ce qu'ils attendent de vous pour pouvoir démarrer ce projet dans les meilleures conditions. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Guillaume, je te laisse la main. Merci, merci Jamie. Tout a été dit. Cet exercice, il est toujours un petit peu frustrant parce qu'on aimerait en parler des heures, on aimerait répondre aux questions et vraiment, à l'image de ce qu'a évoqué Jérémy, on vous invite à aller rencontrer les partenaires, échanger, posez-vous des questions, remettez-vous en question, construisez, projetez, évaluez et ça vous permettra de décider en connaissance de cause et vous verrez, c'est une belle aventure que ça donne. Tout à fait. Merci à vous trois pour vos interventions. Merci à nos participants d'être restés jusqu'au bout. Désolée de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses aussi où c'est vraiment lié à votre projet. Donc, le mieux, c'est d'aller en parler directement avec des experts. Donc, je viens de vous mettre le lien dans le chat, le lien du support PowerPoint et les liens vers le site du CIC Pro et de BGE pour trouver la structure la plus proche de chez vous. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de BGE d'ici quelques jours. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne pour avoir la notification. Et voilà, on en termine ici. Merci à vous tous. Très bonne journée. À très bientôt. Au revoir et merci. Au revoir, à bientôt, merci.